Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Bruno Tertré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne, et vous publiez avec Delphine Papin, directrice du service infographie et cartographie du journal Le Monde, la nouvelle édition revue augmentée de l'Atlas des frontières, murs, migration, conflit, un livre édité par les Arènes, accompagné d'un appareil cartographique préparé par Martin Laborde. J'espère que je prononce bien. Le plus souvent, écrivez-vous, Bruno Tertré, dans l'introduction, le tracé des frontières se fait dans le sang après une guerre. Le mot frontière, rappelez-vous, est d'ailleurs une extension lexicale du mot front. La frontière entre Israël et la Syrie en est une bonne illustration. L'accord de désengagement signé en 1974 entre les belligérants sous l'égide à la fois des États-Unis et de l'ONU à l'issue de la guerre du Kippour de 1973 prévoyait l'établissement d'une zone tampon démilitarisée appelée ligne Alpha sur le plateau du Golan. Est-ce que cet accord est désormais caduc, Bruno Tertré, à la fois du fait de la nouvelle donne en Syrie et de la décision de Benyamin Netanyahou d'y installer des troupes israéliennes en attendant qu'un nouvel accord soit trouvé, respectant, selon Benyamin Netanyahou, davantage des intérêts israéliens? En droit international, non, ça n'est pas caduc, ça demeure. Et d'ailleurs, la présence de l'ONU depuis 1974, en bas du Golan, sur les contreforts, dans cette fameuse zone, en témoigne. Mais le droit international, il est aussi fait de rapports de force, il bouge et il finit par évoluer, parfois au gré de ses réalités géopolitiques. Donc, sur le plan juridique, je pense que M. Netanyahou n'a pas raison de dire que les choses seraient caduques, mais en revanche, du point de vue du réalisme politique, il n'est pas du tout absurde de dire qu'après tout, une situation qui dure maintenant depuis 50 ans devrait évoluer. Je rappelle, vous le savez bien, qu'il y a eu, au début des années 90, au milieu des années 90, une tentative d'ailleurs de discussion avec la Russie, entre Israël et la Syrie, pardon, on peut confondre, entre Israël et la Syrie, sur le statut du Golan. En même temps, je pense qu'il est assez peu raisonnable de dire que le statut du Golan évoluera à échéance prévisible. Côté israélien, on parle d'une évolution temporaire, le temps de trouver un accord avec les nouvelles autorités. Alors, il y a deux choses différentes. Alors, vous avez raison, il faut distinguer ce qui concerne la zone internationale, qui effectivement temporairement fait l'objet d'une présence israélienne. Je crois que de ce point de vue-là, c'est assez légitime quand on se rappelle de tous les déploiements de mouvements armés, de djihadistes et de généraux iraniens, même à proximité de cette zone dans les 7 ou 8 dernières années. Donc, s'agissant de la zone internationale, je pense qu'elle sera redémilitarisée, très probablement. Et donc, ça passe forcément par un dialogue avec les autorités syriennes? Non, pas nécessairement. Je pense que ce sera une évaluation israélienne en fonction de la réalité, de leur évaluation de la réalité. En ce qui concerne le mont Hermon et le versant du mont Hermon qui a été effectivement occupé par Israël, je doute là, pour le coup, qu'il y ait une évacuation israélienne rapide. Pourquoi ? Parce que c'est un poste d'observation extraordinaire, notamment pour l'observation radar de ce qui se passe en Syrie. Eh bien, je pense qu'Israël il sera présent militairement pour très longtemps. En ce qui concerne enfin le Golan, eh bien, je le rappelais, dans les années 90, il y avait eu des discussions avec la Syrie qui étaient assez avancées, qui avaient été mises à bas très rapidement, notamment par l'augmentation, par les attentats terroristes en Israël. Et il est vrai que par ailleurs, le gouvernement israélien actuel a annoncé sa volonté de développer le Golan et donc dit très clairement, ce faisant, que c'est pas demain que le statut du Golan changera. Ce qu'on peut imaginer à moyen terme quand même, c'est des arrangements avec un gouvernement syrien qui serait stable et avec lequel on pourrait discuter sur la manière de gérer cette zone frontière, mais on n'en est pas encore là. On va revenir dans un instant, Bruno Tertré, sur ces développements annoncés par les autorités israéliennes. Avant ça, vous présentez dans le livre la zone comme un nœud frontalier complexe. Que vous pouvez nous expliquer cette expression? Alors, quand on aime là, c'est vraiment au bonheur du cartographe. Chez Martin Laborde, le cartographe s'en est donné à cœur joie, si j'ose dire. Et c'est très beau. Merci pour lui. Merci pour lui, merci pour nous. Mais je dois dire que c'est vrai que c'est l'une des frontières les plus compliquées du monde. Pourquoi ? Eh bien, rappelons qu'il y a au nord le Liban, au sud Israël et à l'est la Syrie, et qu'il y a une double présence internationale dans des zones dont le périmètre résulte de la guerre de 1973. Il y a la FNUOD, la force des Nations Unies, dans la zone de désengagement du côté syrien.
syrien. Il y a bien sûr la finule, dont on va reparler tout à l'heure, la finule du côté du sud Liban, et il y a des contentieux frontaliers qui dépassent la simple question de la reconnaissance mutuelle. Il y a notamment la fameuse question des fermes de Sheba, qui font l'objet d'une sorte de triple contentieux frontalier. Revendiqué à la fois par Israël, par le Liban, mais reconnu comme syrien par l'ONU. Exactement. Et donc là, on ne sait plus à qui exactement cette zone appartient en droit, et même s'il est fait, dans les faits, elle ne fait pas l'objet de multiples incursions ou autres. Mais les fermes de Sheba, effectivement, est considérée depuis très longtemps. C'est une toute petite zone, c'est symbolique. C'est pas un endroit absolument stratégique, comme un petit peu le nœud de l'ensemble de ce contentieux qui résulte des rapports de force, tout simplement, depuis 1947 dans la région. Ça pourrait être un jour une monnaie d'échange dans le cadre d'un accord. Oui, mais c'est pas très cher. Ça sera pas très cher, les fermes de Sheba. Ça sera. Et puis, encore une fois, le Liban et la Syrie ne sont pas d'accord eux-mêmes. Donc, c'est encore plus compliqué que quand on doit négocier bilatéralement. Dès lors qu'il y a 3 parties qui négocient, c'est encore plus compliqué. Alors, vous parliez de développement il y a un instant. Benjamin Netanyahou a en effet annoncé sa volonté de doubler la population israélienne sur place. C'est l'une des stratégies traditionnelle des États pour viabiliser une présence sur un territoire conquis militairement? Oui, effectivement. Alors, je rappelle, et vos auditeurs le savent bien, que ça a été une conquête défensive, puisque le Golan, c'était quand même l'endroit d'où l'armée syrienne tirait sur les rives du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée. Et c'était effectivement l'endroit où cette présence devenait insupportable. Et donc, dès qu'il y a eu la guerre de 1967, eh bien évidemment, Israël a récupéré, ou plutôt a conquis ce territoire qui présente, on le sait aussi, 2 avantages géographiques. D'abord le contrôle de l'approvisionnement en eau du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée, qui est effectivement comme vous le savez, clé pour Israël. Et bien sûr aussi, du point de vue strictement militaire, c'est un formidable poste d'observation pour tout ce qui se passe en Syrie. Quand on y va, je suis sûr que vous y êtes allé, j'y suis allé plusieurs fois. Pendant la guerre civile, d'ailleurs, on voyait littéralement des explosions, on voyait la guerre sous nos yeux, littéralement. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il est peu raisonnable d'escompter que le Golan redevienne syrien dans un avenir proche. J'ai relevé cette citation du géographe et ancien diplomate, auteur notamment du livre important Front et frontières, Michel Fouché. Au Proche-Orient, les frontières ne sont ni sûres ni reconnues. Comment l'expliquer, Bruno Tertrais? Est-ce que c'est historiquement lié à la domination, à l'influence qu'ont cherché à y exercer les grandes puissances? Est-ce que c'est lié aussi au rapport conflictuel historique entre Israël et le monde arabe, qui pour une partie notable de ses membres n'a pas reconnu, refuse de reconnaître l'existence et la légitimité d'Israël? On va peut-être rappeler pour ceux de vos auditeurs qui l'auraient oublié, à mon avis, ils ne sont pas nombreux, que la notion de frontières sûres et reconnues, c'est un langage qui vient des résolutions de l'ONU, notamment de la fameuse résolution 242, qui exigeait que des Post-67. Post-67, voilà. Alors, tout le monde se souvient de cette résolution comme faisant référence à l'occupation israélienne de la Cisjordanie et à l'exigence de retrait, du retrait, d'un retrait, des territoires occupés, ou plutôt 2 territoires occupés. Pardon, les versions françaises, version anglaise qui fait débat dans l'interprétation. Et on peut tout à fait expliquer qu'en droit, c'est bien le texte anglais qui fait foi. C'est donc, ça n'est pas une résolution qui exigeait le retrait de tous les territoires occupés. Donc, exigence de frontières sûres et reconnues pour tous les États de la région. Alors, ce que dit Michel Fouché, dans cette formule un petit peu ironique, c'est que effectivement, il y a un grand problème frontalier au Moyen-Orient, mais pas tellement plus qu'en Afrique. Si vous voulez, en Afrique, les frontières ne sont pas beaucoup plus sûres et certainement pas beaucoup plus reconnues, même si elles existent sur le papier. Est-ce que c'est un legs de la colonisation? En partie. En partie, oui, bien sûr, et notamment de cette fameuse ligne Sykes-Picot qui avait été effacée littéralement par Daesh entre l'Irak et la Syrie au milieu des années 2010. Mais je crois que mettre tout sur le dos des frontières tracées par le colonisateur, 60, 70 ans, 80 ans après, c'est un petit peu fort de café. Autrement dit, il y a beaucoup de frontières qui, au Moyen-Orient, sont acceptées, même si elles ont été considérées à un moment comme artificielle par les gouvernements de la région. Il y a assez peu de frontières qui font véritablement l'objet de contestations lorsque les États se reconnaissent. C'est ça qui fait toute la différence. Est-ce qu'il y a donc une spécificité des frontières moyen-orientales?
j'en suis pas vraiment sûr. En tout cas, si on met de côté, et ça serait énorme, le problème de la non-reconnaissance mutuelle de certains États dans la région, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement en soi un problème majeur de frontières. Si la Syrie ne reconnaît pas toujours la frontière du Liban, c'est parce que la Syrie a toujours considéré que le Liban faisait partie de la Syrie. Vous voyez, donc c'est un problème politique, c'est pas un problème de frontières. On l'explique beaucoup dans cet atlas des frontières. Quand on parle de contentieux frontalier, en fait, la frontière, c'est le symptôme. C'est pas le mal lui-même. Le mal lui-même est plus profond. Avant de revenir sur Sykes-Picot, quel rôle, pour terminer sur la Syrie et sur ce point de la relation à Israël et ce territoire, ou plutôt l'inverse, quel rôle opérationnel jouent selon vous, Bruno Tertrais, les forces de l'ONU déployées à l'est du Golan? Est-ce que leur mandat est un peu plus large que celui de la FINUL opérant au Liban? Alors, l'ONU, on critique beaucoup l'ONU, souvent à juste titre, mais il faut toujours rappeler que l'ONU n'est que la résultante des rapports de force entre États. Si l'ONU dit quelque chose, peut-être rappeler en une seconde, oui. Quand on voit que le secrétaire général de l'ONU s'exprime, il n'engage pas l'organisation elle-même. Il est une sorte de porte-parole, mais il n'engage pas, par sa simple parole, toute l'organisation. Quand on parle de l'ONU, en général, on parle aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors là, pour le coup, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU engagent l'organisation. Ce Conseil de sécurité a créé les deux forces, effectivement, dont on a parlé tout à l'heure, la FNUOD, côté syrien, et la FINUL du côté libanais. Est-ce qu'elles servent à quelque chose ? Je vais vous répondre d'une manière aussi simple que possible. Si elle n'était pas là, ça ne changerait pas de manière majeure l'équation générale politico-militaire de la région. Mais en même temps, leur rôle, leur inefficacité, en dehors de l'observation, et l'observation, c'est toujours quelque chose d'utile, hein, on observe de manière aussi neutre que possible et on rapporte au Conseil de sécurité de l'ONU et à la division du maintien de la paix du secrétariat international de l'ONU. Le problème, ça n'a pas été du côté libanais, par exemple. Il y a une résolution, la résolution 1701, qui prévoyait le désarmement des milices. Et en 2006. Voilà, en 2006. Mais ce n'est pas cette force, la FINUL, qui était chargée de désarmer avec ses petits bras le Hezbollah. Elle devait constater. Et on ne peut pas demander une force de l'ONU plus que ce pourquoi elle est mandatée. Vous illustrez le partage des zones d'influence au Moyen-Orient à travers une double page consacrée à ces accords Sykes-Picot de 1916. Et vous expliquez que cette ligne matérialisait entre Français et Britanniques le partage de la région, notamment autour de la Syrie. Ce qui se joue actuellement, Bruno Tertrais, avec l'arrivée au pouvoir à Damas du groupe islamiste HTC, qui devrait être confirmé évidemment dans les urnes, c'est le retour en force de l'influence turque, jusque-là limitée au nord du territoire syrien ? Oui, c'est effectivement un signe de la volonté de la Turquie, en particulier de son président Recep Tayyip Erdogan, non seulement de solidifier cette bande de territoire au sud de la Turquie et donc au nord de la Syrie qu'il veut considérer comme une sorte de glacis, mais deuxièmement aussi la volonté de réduire encore un peu plus ce que la Turquie appelle le problème kurde, hélas au détriment des Kurdes, que personnellement je souhaite que les Occidentaux continuent à aider. Et puis plus largement, ça fait partie d'une stratégie d'influence de la Turquie, non seulement au Moyen-Orient, mais jusqu'en Afrique du Nord, en mer Rouge et en Asie centrale, pour étendre tout simplement, sous la forme d'une sorte de néo-impérialisme, l'influence de la Turquie moderne. Oui, donc c'est un pas de plus dans ce projet néo-ottoman, on peut le qualifier comme ça. Vous avez vous vous rappelez cette phrase de Erdogan, pour qui les limites de l'ancien empire constituent toujours les frontières de cœur des Turcs. Les frontières du cœur, oui, j'aime beaucoup cette expression. Mais c'est là que justement les néo-empires ont beaucoup de points communs. Cette volonté à la fois de la part de la Russie ou de la Turquie, mais aussi de la Chine, d'effacer les frontières ou de les repousser. De les repousser si on peut, de les effacer à minima. Quand Erdogan parle des frontières du cœur, il suggère dans les faits un projet révisionniste. Alors, jusqu'à présent, la Turquie... Vous avez écrit dessus d'ailleurs, il y a quelques années, un livre consacré au sujet, il me semble. Oui, tout à fait. C'était même l'an dernier, ça s'appelait « La guerre des mondes » aux éditions de l'Observatoire. Et c'était un livre où j'expliquais cette volonté des néo-empires
qui est commune à la fois à la Turquie, à la Russie, à la Chine et d'une certaine manière à l'Iran également, de redessiner les frontières ou au moins de les effacer. Donc parler de frontières du cœur, c'est une manière de dire que les frontières, elles sont où je veux, de même que Poutine disait, quand un écolier lui posait la question il y a quelques années, il lui demandait mais où sont les frontières exactes de la Russie? Et il répondait nulle part. La Turquie est plus proche que jamais d'établir une zone tampon à la frontière côté syrien, en y chassant les Kurdes donc. Alors, à mon avis, les Kurdes ils seront pas chassés demain. En revanche, ce qui était très important pour Erdogan, c'est de permettre c'est pas seulement un jeu de pouvoir, c'était aussi de permettre le retour d'un maximum de réfugiés syriens vers la Syrie. Et ça marche plutôt pas mal pour l'instant. C'était important parce que la question des réfugiés devenait un enjeu politique intérieur, et notamment le maire d'Istanbul avait fait campagne pendant la présidentielle justement sur ce sujet des réfugiés qui, par leur nombre, ce sont des millions et des millions de réfugiés. Je crois que c'était 5 à 6 millions de réfugiés syriens en Turquie. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de tout à fait significatif au pic du conflit, avec les problèmes que posent des arrivées massives d'étrangers dans un pays de manière soudaine. Voilà, il n'y a pas que les pays européens qui peuvent connaître des problèmes sociétaux, voire culturels, liés à la présence massive d'une immigration liée à un conflit. Et c'était au cœur des accords entre Assad et Erdogan, justement, ces derniers mois. Cette question du retour des réfugiés syriens. Oui, alors il y a plus que ça. Il y a aussi, bien sûr, c'était au cœur des désaccords, j'allais dire rationnels, mais au-delà de ça, il y avait aussi une bataille d'ego, une détestation profonde d'Erdogan pour Assad qui lui rendait bien. Vous savez, la politique, ça reste fait essentiellement quand même par des chefs d'État et de gouvernement, et leurs relations personnelles, ça compte aussi. Qu'en est-il de la France? Il y a une mission diplomatique qui s'est déplacée en Syrie en début de semaine. La France se prépare à être aux côtés des Syriens, a déclaré l'envoyé spécial en Syrie, Jean-François Guillaume. On se prépare notamment à la réouverture à terme de l'ambassade de France à Damas qui avait été fermée en 2012. Alors, il y a eu effectivement une mission précurseur pour sécuriser les bâtiments. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite réinstaller un ambassadeur à Damas. Mais cette mission était en partie symbolique pour montrer que nous allons être présents, nous comptons bien être présents, et nous n'allons pas nous désintéresser de ce qui se passe en Turquie en Syrie. En Syrie, bien sûr, dans les mois qui viennent. Après, je crois qu'il y a une espèce de malaise européen quant à la meilleure manière d'agir vis-à-vis de ces développements extrêmement rapides qui ont surpris les chancelleries. Et donc, est-ce qu'il faut conditionner la reprise des relations à un certain nombre de normes dans le domaine des droits de l'homme, des droits de l'homme et des femmes, c'est des droits de l'homme, donc notamment du droit des femmes et du droit des minorités, effectivement les minorités chrétiennes en particulier dans l'ouest du pays. Ou est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut se précipiter pour ne pas risquer de perdre notre influence sur place? Les pays européens sont en train de chercher leur équilibre. Je crois que la mission symbolique de la France était bienvenue et importante. Après, quel est le bon équilibre à trouver? Je crois qu'il faut ni reconnaître tout de suite la légitimité de ce gouvernement qui, après tout, n'a pas d'autre légitimité que celle d'avoir fait tomber le régime de Bachar el-Assad, ni non plus attendre trop longtemps avant de tenir compte des réalités. Les réalités, c'est qu'il y a un nouveau pouvoir à Damas. Alors la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, écrivait il y a presque 50 ans maintenant le géographe Yves Lacoste. Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à côté de la Syrie, donc entre Israël et le Liban, il y a 3 semaines très précisément. Les belligérants ont 60 jours pour se retirer, pour Tsahal derrière la frontière, pour le Hezbollah, tout du moins pour ses combattants armés terroristes au nord du fleuve Litani. Quel bilan, Bruno Tertrais, tirez-vous de cette guerre dont l'un des objectifs côté israélien était de restaurer la sécurité des villages limitrophes de cette frontière israélo-libanaise et plus largement du front nord? J'ajouterais aussi de permettre, là encore, le retour des déplacés. Non pas. Alors, il faut toujours rappeler la différence entre réfugiés et déplacés. Réfugiés, c'est quand vous allez dans un autre pays. Déplacé, c'est à l'intérieur de votre propre pays. Mais vous savez bien, j'imagine que vous en avez beaucoup parlé ici, quel a été le poids de ce problème dont on n'a pas beaucoup parlé en France, mais le problème humain et économique également, du déplacement massif de populations du nord d'Israël vers le sud. Donc, au moins jusqu'à 80 000 personnes avaient été déplacées. Exactement, ce qui est énorme à l'échelle
du pays. Donc cet enjeu-là, il ne faut pas l'oublier parce que ça fait partie des réussites objectives de l'opération. Je crois que désormais, rien ne sera plus pareil entre Israël et le Liban et probablement au Liban même, à savoir que imaginez que le Hezbollah puisse de nouveau constituer une force militaire majeure faisant peser une menace permanente et de très grande ampleur sur Israël, je crois qu'on n'est pas prêt de retrouver cette situation. Après, je crois qu'il y a deux paramètres majeurs. Premier paramètre, est-ce que ce qui a été fait par Israël depuis plusieurs semaines va faire bouger l'échiquier politique libanais de manière positive ou au contraire, est-ce que ça va ajouter encore un peu plus d'instabilité. Notamment autour de la question de l'élection d'un président de la République. Oui, j'avoue que je ne suis pas spécialiste de la vie politique libanaise, mais bon, en tout cas, quelque chose de majeur s'est déroulé. Or, dans les situations bloquées, ce sont souvent les chocs qui permettent de débloquer les choses. Est-ce que ça sera une évolution positive pour le pays ou pas ? Franchement, je pense que c'est un peu trop pour le dire. Un peu trop tôt pour le dire. En revanche, du point de vue des frontières et de la zone frontière, quelque chose s'est passé qui ne permettra pas, et c'est heureux, au Hezbollah de se reconstituer dans les mois et dans les années qui viennent, à mon sens. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Israël. Il y a bien sûr une question quand même, à quel moment est-ce que les forces israéliennes à quel moment est-ce qu'il n'y aura plus un seul soldat israélien au-delà de la ligne, je parle toujours de ligne quand ce ne sont pas des frontières reconnues, au-delà de la ligne bleue. Ce succès militaire au Liban associé à la chute d'Assad modifie de manière substantielle l'équation stratégique israélienne face à l'axe pro-iranien ? Un général américain disait il y a une quinzaine d'années, le Moyen-Orient c'est comme un mobile. Dès que vous touchez une pièce, toutes les pièces se mettent à bouger. Ça n'a jamais été aussi vrai. Et là, on est dans une phase, on a envie de dire, que va-t-il maintenant se passer comme développement stratégique majeur, puisqu'on en voit tellement depuis 6 mois, qu'ils soient heureux ou malheureux. Cette accélération, pardon, j'ouvre une parenthèse, c'est le signe de quoi selon l'expert que vous êtes ? C'est le signe alors d'abord, c'est le signe du choc. Faut toujours le rappeler. C'est quand même d'abord le contre-coup, les contre-coups de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Le caractère massif du choc du 7 octobre résonne encore dans la région, pas seulement en Israël, de manière indirecte, tout simplement. Et la grande question maintenant, c'est de savoir si le gouvernement israélien actuel, de par ses succès objectifs, quel qu'en soit le coût humain, à mon sens parfois excessif, mais quel qu'en soit le coût humain, c'est une réussite stratégique indéniable. Donc maintenant, est-ce que le gouvernement israélien a la capacité et la volonté, y compris du point de vue contexte international, avec les États-Unis de M. Trump, on va entrer dans la période, on est dans la période intermédiaire jusqu'au 20 janvier. Aux États-Unis, jusqu'au 20 janvier. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement israélien se sent la capacité et la volonté de produire un nouveau choc majeur en Iran ? Voilà. Qu'il s'agisse du programme nucléaire lui-même, qu'il s'agisse des gardiens de la révolution. Autrement dit, la tentation peut exister en Israël de se dire, est-ce que ce n'est pas le moment de porter des coups peut-être décisifs au régime iranien ? J'allais dire, mais c'est moi qui ajoute cela, au risque d'ailleurs de déstabiliser un pays qui, même si son régime est absolument détestable, est-ce qu'on a envie de créer de nouvelles formes d'instabilité dans ce pays ? Alors pour moi, il y a un sujet qu'il faudra suivre de près dans les semaines qui viennent, c'est l'Irak. C'est l'Irak, pourquoi ? Parce que c'est probablement le dernier pays dans lequel l'Iran a une influence majeure et dans lequel le clergé chiite estime avoir un intérêt majeur, parce que c'est après tout le berceau du chiisme. Donc tout ceci est ouvert avec l'éternelle question de savoir s'il y aura un raid massif contre les installations nucléaires iraniennes. Je suis suffisamment vieux pour savoir que c'est une question qui se posait déjà il y a 20 ans. Donc voilà, c'est en attendant Godot, en attendant la frappe massive. Mais là, on s'en rapproche parce que l'Iran est affaibli, parce que son programme est avancé et parce qu'il y a peut-être une opportunité pour les Israéliens. Vous avez tout à fait raison. La probabilité a augmenté. Ça ne veut pas dire que ce soit imminent, ni même que cette probabilité soit très forte. Elle a augmenté, ça ne veut pas dire qu'elle soit très forte. Quelles sont les frontières de cet axe, de cette galaxie pro-Iran ? Vous savez justement, une galaxie, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'astronomie, mais une galaxie n'a pas de frontière exacte. C'est-à-dire, il y a un moment autour des bras des galaxies, vous avez une galaxie en général, c'est
C'est une sorte d'ovale, pas toujours, il y a des disques. Hein. Et puis, il y a des bras avec des étoiles qui sont de plus en plus distantes, mais qui continuent à être attirées tout simplement par les forces de la physique et par le cœur de la galaxie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les frontières, ce sont des lignes, enfin les frontières modernes, ce sont des lignes. Avant, c'était souvent des zones ou des régions. Mais de même que pour les galaxies, il n'y a pas de frontière exacte entre le vide intersidéral et le début de la galaxie, eh bien pour l'axe soi-disant arc chiite ou axe de la résistance, il n'y a pas de frontière physique évidente. C'est un axe d'influence. Notamment en zone sunnite. Oui, mais pas seulement. Pas seulement, puisque par définition, ce sont d'abord les communautés chiites qui étaient... Je vais vous donner un petit exemple qui était concerné. Quand on se promène à Bahreïn, comme ça m'est arrivé il y a quelques années, on peut voir de manière discrète des signes de l'influence de Téhéran. Bahreïn, c'est un État indépendant, hein, mais avec une population majoritairement chiite, surtout à l'intérieur. On peut voir, si on observe avec attention et si on va aux bons endroits, les signes de la présence de l'Iran. Donc, tout ça pour dire que l'empire iranien ou l'empire néo-perse, si j'ose employer cette expression, eh bien, il y a des tentacules assez fines qui pénètrent dans beaucoup de pays et qui vont aussi via les communautés chiites d'origine libanaise jusqu'en Amérique du Sud. Donc voilà, il n'y a pas de frontière physique à cet axe de la résistance et à l'arc chiite dominé par l'Iran. Je reviens au Liban, Bruno Tertrais. Diriez-vous que le fleuve Litanie est parfois perçu par l'état-major à la fois politique et militaire israélien comme l'autre frontière israélo-libanaise, frontière naturelle qui protégerait peut-être davantage les localités israéliennes dont on vient de parler tout à l'heure au nord du territoire israélien? Je me méfie beaucoup de cette expression frontière naturelle. On lui fait un sort d'ailleurs dans notre atlas. Il y aurait donc des frontières naturelles, des frontières artificielles. Les frontières artificielles, ce serait par exemple la ligne Sykes-Picot tracée par le colonisateur français britannique en 1916. Et les frontières naturelles, ce seraient les chaînes de montagnes, les Pyrénées, le Rhin. Mais c'est une mauvaise manière. Ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Le Rhin, par exemple, puisque vous me parlez de fleuve, le fleuve Litanie, le Rhin, on considère que c'est une frontière naturelle, mais ça a été une des frontières les plus disputées d'Europe au cours des siècles. Donc les frontières artificielles peuvent être parfois plus viables que les frontières dites naturelles? Eh bien, regardez par exemple la frontière la plus artificielle du monde, qui est celle qui sépare les États-Unis du Canada. C'est une ligne droite, hein, au milieu de la forêt essentiellement. Elle n'est pas remise en cause, elle n'est pas considérée comme illégitime. Donc l'idée selon laquelle il y aurait des frontières naturelles légitimes et des frontières artificielles illégitimes, ça ne me paraît pas très pertinent. Dans les faits, les frontières sont toujours le produit de rapports de force ou d'accords entre des entités politiques. Ça a toujours été comme ça. On vous disait au début de cette émission qu'elles ont été souvent tracées par le sang. C'est vrai historiquement, mais aujourd'hui, quand même, on est dans un monde dans lequel l'idée sur laquelle il ne faut pas trop toucher aux frontières est une idée qui a fait son chemin. La Cour internationale de justice, d'ailleurs, parfois décriée, a fait un très bon travail sur cette question non seulement de l'inviolabilité des frontières, mais de l'intangibilité des frontières, en disant, voilà, quand il y a un différend frontalier, le plus sage, toute chose égale par ailleurs, c'est quand même de maintenir un tracé plutôt que de le changer. C'est pour ça, d'ailleurs, que le fait d'avoir tenté pour la Russie de modifier les frontières par la force est un tel choc en Europe. Au Proche-Orient, c'est un tout petit peu différent parce qu'au Proche-Orient, vous avez très peu de frontières interétatiques qui sont considérées comme légitimes par toutes les parties. On parle parfois des frontières de 67 dans le débat de manière courante. Il n'y a pas de frontières de 67, ce sont des lignes de cessez-le-feu. Les lignes de cessez-le-feu de 1949, essentiellement. Hein. Donc, quand on parle de frontières internationales, il faut se méfier parce que ce sont souvent des lignes qui n'ont pas le statut de frontière reconnue des deux côtés. Et parfois, ça peut durer des décennies, comme on le voit, par exemple, sur la péninsule coréenne, où il n'y a pas de frontière véritable entre les deux. C'est une zone démilitarisée, par convention. Il est fini, vous rappelez dans le livre, par 2 officiers américains à partir d'une carte du National Geographic. Oui, c'est ça. Parfois, les frontières, les origines, effectivement, un petit peu triviales. À l'époque, on n'avait pas des cartes, on prenait des cartes, les cartes qu'on avait. Et puis là, c'était un article de magazine, effectivement, 2 officiers qui tracent une ligne sur une petite carte. Voilà, c'est comme ça que parfois on trace des lignes qui vont durer ensuite pendant des décennies. La frontière, c'est toujours de l'arbitraire.
La question du contrôle des frontières libanaises tient, on le sait, une place centrale dans ce dossier. Bien sûr, la frontière israélo-libanaise, mais aussi du côté syrien, du côté de la frontière libano-syrienne par laquelle transitent ou transitaient des armes d'origine iranienne. Sal a confirmé ces dernières semaines qu'elle avait mené des opérations contre l'unité 4400 du Hezbollah, qui est chargée justement de cette contrebande. Est-ce que on sait que c'est un point sensible qui n'a pas été réglé directement par l'accord de cessez-le-feu. Est-ce que la chute d'Assad en Syrie pourrait changer quelque chose en la matière? Alors, en fait, toutes les pièces du jeu sont liées entre elles, comme je disais tout à l'heure, à savoir que l'affaiblissement du Hezbollah, dû en partie d'abord à son implication dans la guerre civile syrienne, en soutien d'Hafez el-Assad, a conduit à modifier les circuits d'approvisionnement. Mais sur cette question très précise, je crois qu'on ne pourra pas dire que l'on a sécurisé la frontière avant d'avoir neutralisé tous les tunnels de contrebande qui sont dans la région, et ils sont légion. Le seul avantage des frontières au Proche-Orient, c'est qu'elles sont relativement courtes. Donc l'idée de leur sécurisation quasi totale, on ne sécurise jamais totalement une frontière, n'est pas complètement hors de portée. Israël et le Liban sont officiellement en guerre depuis 1948. Pour autant, les deux États ont signé le 27 octobre 2022 un accord délimitant leur frontière maritime. Vous y revenez dans le livre Carte à l'appui, Bruno Tertré. En quoi cet accord a pu être qualifié d'historique ? Il était historique à un double titre. D'abord parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de reconnaissance mutuelle, donc il n'y a pas d'accord sur la frontière terrestre entre Israël et le Liban, même s'il y a des conversations avec une médiation américaine depuis une bonne décennie sur le sujet. Mais à défaut de délimiter la frontière terrestre, on a délimité la frontière maritime. Donc ça voulait dire que c'était un premier geste permettant, sinon une coexistence harmonieuse, du moins un accord dans les faits sur ce qu'est la frontière entre les deux parties. Et ça, c'était assez novateur dans l'histoire des relations israélo-libanaises. Deuxièmement, c'est un accord qui, dans les faits, impliquait le Hezbollah, puisque le Hezbollah avait été tenu au courant. Même s'il était hostile au départ. Il était hostile au départ, mais j'avoue... Et là, il faut saluer le travail de la diplomatie américaine, aidée, je dois le préciser, en sous-main par la diplomatie française, qui a souvent un rôle en sous-main dans tout ce qui concerne le Liban, et souvent en appui des États-Unis. Un rôle utile d'ailleurs, parce que les Libanais n'aiment pas être seulement avec les Américains, et donc la France est souvent utile. C'était déjà Jean-Yves Le Drian ? C'était Jean-Yves Le Drian, mais il n'était pas encore, je ne sais pas s'il était déjà envoyé spécial, mais en tout cas, l'ambassade de France en Israël, à ma connaissance, a joué un rôle utile dans cette affaire indirectement. Donc, deuxième élément intéressant, c'est que dans les faits, on avait accepté que le Hezbollah soit partie prenante implicitement dans cet accord. Et puis, troisième élément, ça permettait d'ouvrir la perspective pour le Liban et pour l'Israël d'une exploitation raisonnée des champs gaziers, puisque c'était une affaire de gaz, il y a beaucoup de champs gaziers en Méditerranée orientale, et c'était une perspective du point de vue économique qui était intéressante, non seulement pour Israël, mais aussi pour le Liban. Qu'est-ce qu'il va en advenir maintenant ? Je ne sais pas, mais je pense que toutes les parties ont intérêt quand même. Là, il y a des moments où l'intérêt mutuel objectif conduit les parties à rester raisonnables, donc je ne vois pas pourquoi il serait remis en cause. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un accord sur la frontière terrestre suite à tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. C'est un dernier mot, et non des moindres, sur la guerre en Ukraine, Bruno Tertré, dont la Russie tente depuis février 2022 de remodeler les frontières. Vladimir Poutine reprenait la parole tout à l'heure ce midi lors de sa grande conférence de presse annuelle à Moscou. Il s'est dit prêt à rencontrer Donald Trump, et il a ajouté à propos d'un éventuel accord auquel souhaite aboutir le président américain élu, je le cite, « La politique est l'art du compromis. La Russie y est toujours prête. Mais l'autre partie doit être prête à la fois aux négociations et aux compromis. » Est-ce que l'Ukraine peut accepter de voir ses frontières partiellement reliées, notamment en Crimée ? Je pense que l'Ukraine ne peut pas accepter, et j'ai envie de dire, je les comprends, que la reconnaissance par Kiev et de fait par les Européens de l'annexion illégale de la Crimée et des oblasts qui sont déclarés comme annexés depuis septembre 2022 par Vladimir Poutine.
On peut en revanche imaginer qu'un éventuel accord de cessez-le-feu conduise à reconnaître l'occupation ou le statut particulier. Vous savez, les diplomates peuvent être très créatifs. Comme dans les conflits gelés, finalement. Oui, ça serait une sorte de conflit gelé. Vous avez raison d'employer cette expression. Mais alors, ce qui est intéressant dans la déclaration de Poutine que vous évoquez, c'est que, en fait, ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines, c'est au contraire les Ukrainiens qui publiquement ont fait état d'un certain nombre de concessions possibles, alors que la Russie, pour moi qui suis bien ce dossier, n'a fait strictement aucune concession, en tout cas verbalement, publiquement. Et donc, je crois qu'on n'est pas du tout près d'un accord, même temporaire, même limité, de cessez-le-feu ou d'armistice. Merci beaucoup, Bruno Tertrais, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, coécrit et illustré avec Delphine Papin et Tché Martine Laborde, l'Atlas des frontières, murs, migration, conflit. C'est publié aux éditions Les Arènes. À très bientôt sur Radio J. Bonne soirée. Merci beaucoup.